maintenant quelques éléments, et tout d'abord un petit peu le cadre général qui a été celui de l'année 2017. 2017 aura été marqué symboliquement, même si ça ne nous touche pas directement, dans la mesure où, pour des tas de raisons, nous n'avons jamais touché au sucre, il n'y avait pas de demande particulière concernant le sucre. Néanmoins, pour moi, 2017, c'est quand même la fin du dernier morceau de la politique agricole commune telle qu'elle avait été imaginée dans les années 50-60, celle de la régulation des marchés. Bien, c'est vrai que la fin des quotas sucriers marque la fin d'une époque. Avec une généralisation d'une instabilité des marchés agricoles, mais une instabilité qui est de plus en plus, non seulement française européenne, mais de plus en plus mondiale. Alors, je vais vous montrer quelques graphiques. Bon, le premier, donc, c'est une source INSEE, mais ça vous permet quand même de voir un petit peu, et c'est déjà d'ailleurs une de mes conclusions, ça n'a rien de nouveau. Vous voyez quand même l'assez forte instabilité des prix, alors c'est en moyennes annuelles, n'oubliez pas, des prix des produits agricoles à la production, et par contre la relative stabilité des prix alimentaires à la consommation, tout comme des prix à la consommation, tout produit. J'ai voulu simplement illustrer ceci. Alors on va regarder là, ce que vous avez, c'est l'évolution des prix des produits agricoles, et comme ça démarre en 2005, vous voyez toutes les tensions en particulier que l'on avait connues grossièrement entre 2007 et 2014, avec quelques remontées récentes, alors qui ont été sensibles dans un sens à la baisse en ce qui concerne les marchés des céréales, on retrouvera ça sur le pain et les pâtes alimentaires, et puis j'ai voulu simplement illustrer deux marchés dont l'instabilité aura provoqué quand même nombre de problèmes cette année. Alors le marché du porc tout d'abord, et vous voyez, et ça c'est pour moi un exemple type d'un marché qui longtemps fut un marché local, voire européen, et qui est aujourd'hui en train de se mondialiser. Vous voyez quand même l'extrême instabilité de ces prix qui se baladent au fond entre 1,20 et 1,70 € le kilo carcasse. Et là derrière, bien entendu, ce que vous avez, c'est l'impact des achats chinois. Le plus, ouvrez les guillemets, marrant aura été quand même le suivant. Alors, sur la viande bovine, excusez-moi, vous voyez une plus grande stabilité des prix. Là, vous avez le graphique à la fois de la laitière et des vaches, des races allaitantes. Plus d'instabilité d'ailleurs, mais là, on est sur un marché véritablement européen. Mais le dernier que je voulais montrer, et lui qui raconte une histoire, alors là j'ai l'impression que c'est mal passé, mais vous pouvez deviner vaguement que ce qui monte, ce qui flambe dans un climat d'instabilité totale, vous voyez quand même les échelles, mais vous le connaissez par cœur, c'est bien entendu le marché du beurre. Et là nous sommes vraiment sur un marché mondial, alors que la situation, en particulier sur la poudre de lait, on a rarement eu un écart pareil entre ces deux produits. C'est un élément quand même important à bien souligner, et parce que ça fait partie maintenant de notre contexte. Nous sommes là avec des marchés agricoles dont les prix sont par essence et par nature instables. Et je vous rappelle qu'ils sont soumis d'ailleurs à une double instabilité, puisque la plupart de ces marchés sont quand même des marchés qui raisonnent en dollars, et donc nous avons à rajouter là-dessus l'instabilité de la relation entre le dollar et l'euro. Alors, très rapidement, quelques filières et quelques résultats que vous trouverez dans le rapport. Donc on va égrener quelques produits. Le jambon, alors toujours la même méthodologie. Vous avez la partie bleue, c'est la matière première entrée dans l'abattoir. Donc là, c'est la valeur du jambon dans la carcasse. Ensuite, vous avez la marge brute, ce qui n'a pas trop de couleur, vous avez la marge brute de l'industrie abattage découpe.
Ensuite, ce qui est verdâtre, la marge brute de l'industrie de la charcuterie salaison. Et enfin, la marge brute de la distribution en GMS. Vous rajoutez un peu d'impôt, enfin un peu de TVA, et vous avez le total. Vous remarquez quand même, et on le retrouvera, cette relative stabilité de votre tranche de jambon, alors que, alors là, nous avons le prix du porc entrée abattoir, mais ce sont des moyennes annuelles. Vous avez l'impression d'une certaine stabilité. Je vous rappelle le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. On va retrouver ça sur un certain nombre de produits. Le lait UHT, la viande bovine, excusez-moi. Alors la viande bovine, c'est un petit peu particulier, puisque on a reconstitué une carcasse au stade du consommateur, mais non pas dans la composition de la carcasse, mais dans la composition de ce que consomment nos braves consommateurs. Donc vous retrouvez la même méthodologie avec le prix entrée abattoir, enfin le coût de la matière première entrée abattoir, et la marge brute, première, deuxième transformation, et GMS. On passe rapidement le poulet, donc vous retrouvez, et là encore, là, quand on parle de stabilité, elle est énorme, mais je vous rappelle que le monde du poulet est un monde un petit peu particulier, et on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement de marché au niveau de... on est dans une filière beaucoup plus intégrée. On va passer le lait UHT. Alors là, vous ne voyez pas grand-chose, mais le lait UHT, vous remarquez au passage d'ailleurs que sur le lait UHT, contrairement à ce que l'on peut penser, à ce que certains ont tendance à dire, la part de la matière première est relativement faible. Et c'est toute la complexité au passage de l'industrie laitière, c'est que vous avez des filières qui sont différentes, vous avez des sous, des coproduits, et donc l'intégration de la valorisation de ces sous et coproduits peut être assez complexe. Alors un cas très particulier, c'est le suivant, c'est le cas du beurre. Alors vous ne vous en rendez pas compte, mais là, alors sur le beurre, ce que vous avez en vert, c'est le coût d'entrée dans les beurreries du beurre industriel. Et donc, il faudrait intégrer en amont le coût de la transformation du lait en beurre. Mais ça, c'est le marché du beurre industriel. Et vous voyez qu'à certains moments, il n'y a pas eu de véritable répercussion de la part de la grande distribution, de l'évolution des prix, ce qui explique exceptionnellement que l'on ait eu une marge brute de l'industrie qui, en 2017, a pu apparaître négative. Bon, voilà quelques exemples. Il y en a un dernier. Alors, ce n'est pas le même type de graphique, c'est simplement pour vous rappeler que dans ce produit symbolique de l'alimentation des Français, je veux parler de la baguette, le blé pèse extrêmement peu. Vous voyez qu'au plus haut, dans les moments les plus extrêmes, en janvier 2008, au début de 2008, on était à un peu plus de 10% de part du blé dans le prix de la baguette au détail. Et je vous rappelle que ça, c'est la baguette INSEE, et que la baguette INSEE est un subtil mélange de la baguette de votre boulanger, de la baguette de la grande distribution. Donc c'est pas la baguette à 1 euro celle-là, hein. Il faudrait encore diminuer encore un peu. Et aujourd'hui, vous voyez, le blé ne pèse que 6% dans votre baguette. Voilà quelques exemples. Alors tous ces graphiques, vous les avez. Celui concernant le blé, vous le trouverez par exemple, c'est le graphique 221 dans le rapport. Alors, deuxième élément, et ça faisait partie dès l'origine de la mission de l'Observatoire, c'était de comparer, à l'amont, de regarder quel était le rapport entre les prix de marché et les coûts de production des agriculteurs. Alors là-dessus, nous avons bien entendu collecté nombre de données, nous avons plusieurs méthodes d'analyse, celle qui passe par l'utilisation de la statistique agricole, c'est-à-dire le RICA, celle qui passe par les calculs réalisés par les instituts techniques. C'est cela que je vais vous montrer, même si nous les avons tous évoqués dans le rapport. Alors, commençons par le porc. Vous voyez alors très clairement, là-dessus en plus sur le porc, nous n'avons pas d'aide directe ni rien. Vous voyez que la situation en 2017 a été plutôt positive, puisque nous sommes sur un coût de production évalué à 1,40 €, le prix moyen a été 1,55 €,
par contre, vous voyez qu'il y a eu de nombreuses périodes durant lesquelles le prix du porc n'a pas été suffisant pour couvrir la réalité des coûts de production, sachant que dans ce cas-là, on intègre le travail non salarié sur la base de 2 SMIC par UTH, et on intègre le coût du capital. En matière bovine, la situation, elle, et historiquement, je crois que depuis donc 8 ans que nous avons cet observatoire, nous n'avons jamais eu en matière bovine de coûts de production qui soient couverts, non seulement par le prix du marché, alors là c'est un peu complexe, si on prend par exemple les naisseurs, vous voyez que le prix de vente des bovins c'est le petit carré rouge, donc si je prends 2017 on est à 250, si je rajoute à cela les produits joints et les aides, j'arrive à 401, et j'ai un total coût de production en intégrant le travail et le capital qui serait à 448. Et ça, je le répète tous les ans, puisque notre premier rapport, nous l'avons fait sur la viande bovine, en race allaitante. Je dis bien race allaitante. On ne peut pas faire la même chose en ce qui concerne les races laitières. Quel est le coût de production d'une réforme laitière? C'est un sujet... je ne suis pas sûr qu'on arrive à trouver un coût de production objectif, mais en tout cas là, vous voyez que nous sommes très clairement et structurellement en négatif. Ce qui est... Alors, en lait, la situation, elle, a été à certains moments favorable. Bon, si on prend je pense que c'est lait culture de... C'est pas lait culture de vente, c'est culture de vente, non? De frappe. De vente? Ah bon, ouais, d'accord. Bon, mais si je prends les spécialisés de plaine, vous voyez qu'on est là encore, prix de vente du lait plus produit joint plus aide, on serait à 450 pour un total de coût de production à 458. La situation s'est légèrement améliorée par rapport à 2016, elle n'est quand même pas positive, et même le lait de montagne, si j'enlève la région de l'Est, ben vous voyez que là, elle est franchement négative. Là encore, en calculant sans excès un coût du travail à 2 SMIC brut par unité de main-d'œuvre, ou UTH comme vous voudrez, bien entendu, si la variable d'ajustement, ça va être la rémunération du producteur. Pour le blé tendre, alors dans le blé, ils ont connu quand même, les céréaliers ont quand même connu des époques extrêmement favorables, il faut quand même le rappeler. Regardez la situation par exemple en 2012, vous voyez que en 2016 et en 2017, nous sommes cette fois-ci, même en tenant compte du produit blé plus des aides, nous étions largement en dessous en 2016. En 2017, on n'est pas loin de l'équilibre, mais on est encore plutôt en négatif. Ça veut dire quand même que, de manière globale, avec des instabilités bien entendu, ça veut dire que les producteurs ont du mal, lorsque vraiment on fait un calcul de coût de production qui intègre tout ce qui doit être intégré, notamment le coût réel du travail ainsi que le capital, on ne couvre pas la réalité des coûts de production. C'est un fait et je crois qu'il faut en tenir compte. Voilà ce qu'il en est des coûts de production. Je passe rapidement sur les marges industrielles. Vous les retrouverez bien entendu dans le rapport, et c'était un petit peu plus complexe, et surtout nous avons une assez grande inégalité suivant les filières. Je vous l'ai dit, notre grand effort à l'avenir va porter notamment sur les calculs sur l'industrie laitière, et j'en viens à quelque chose qui est, je dirais, un de nos calculs parmi les plus originaux, puisque ça c'est vraiment des données qui sont élaborées par l'Observatoire Amandine en particulier, et en coopération avec les 7 grandes centrales de la grande distribution. Donc là, on est uniquement en grande distribution. Je veux parler des comptes des rayons GMS. Alors, c'est quelque chose sur lequel nous avons maintenant une certaine historicité. Objectivement, il n'y a pas de modification extraordinairement radicale. Vous voyez toujours un certain nombre de rayons dont les marges nettes, alors là on a mis uniquement les marges nettes avant impôt sur les sociétés, la marée, vous voyez une marge nette de 8% en négatif,
Je sais que c'est toujours un chiffre qui surprend la boucherie. Marge nette qui a toujours été structurellement négative, là aujourd'hui de 3,4%. Paradoxalement, par contre, une marge nette très positive sur charcuteries et volailles. On est à peu près à l'étal sur produits laitiers. Cette année, sur les fruits et légumes, apparemment, ça s'est un peu amélioré. Alors, avec des structures, bien entendu, de rayons totalement différentes, puisque BPV, c'est boulangerie, pâtisserie, viennoiserie. Ben, vous voyez que tant en BPV, en marais qu'en boucherie, vous avez un personnel dédié pour le rayon qui, bien entendu, plombe un petit peu les résultats. Alors là, c'est uniquement un tableau de synthèse. Vous trouverez dans chacun des chapitres du rapport tout le détail. Notamment, on a essayé de... le chapitre autres charges, nous avons essayé de l'isoler, de revenir sur les charges d'immobilier, les charges financières, etc., de manière à ce que ce soit le plus clair et le plus transparent possible. Ce qui me frappe globalement quand même, et à la limite j'ai l'impression de me répéter d'année en année globalement, ce qui est frappant, c'est la stabilité des prix à la consommation. Vous l'avez vu, pratiquement tous nos prix ramenés à la consommation varient extrêmement peu, voire dans certains cas seraient en déclin. Et le contraste avec l'instabilité agricole qui préside à l'amont, avec toujours une énorme différence entre les marchés, des marchés uniquement nationaux, comme les fruits et légumes, ou européens au sens large, mais de plus en plus des marchés très sensibles à la dynamique des produits mondiaux. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que, par sa nature, l'Observatoire ne peut pas suivre ce que j'appellerais, et pourquoi d'ailleurs on a eu beaucoup de discussions au sein des États généraux, c'est-à-dire les produits différenciés, les produits d'appellation, les produits pouvant passer en circuit court, etc. Ça échappe un peu. Donc c'est pour ça que je vous disais, la vision que nous apportons, peut-être de ce point de vue-là, un petit peu réductrice, ce sera un de nos chantiers, mais on avait bien vu, lorsqu'on avait voulu s'attaquer au vin, qui par essence est de plus en plus un marché de produits différenciés, que méthodologiquement, on était capable de faire sur le vin coté en degrés hecto, et donc le vin de diverses régions de la communauté européenne, ouvrez les guillemets, le gros rouge qui tâche ou à peu près, et que dès qu'on rentrait dans le champ des appellations, et Dieu sait si elles sont devenues importantes, nous n'avions pas les mêmes outils. Donc c'est peut-être là une des limites. Enfin, je voudrais, et saluant celui qui a quand même à l'origine de ce calcul, vous montrer, c'est le dernier chapitre du rapport, c'est-à-dire l'euro alimentaire. Je vous rappelle que là-dessus, c'est pas la part de ce que touchent les agriculteurs, comme on peut se dire, ah ouais, oui, regardez, sur 100 € que nous consommons, il ne reviendrait que 6,5 € à l'agriculture. Non, c'est la valeur ajoutée apportée par l'agriculture ne représente que 6,5 €. Alors, dans ce tableau, depuis l'année dernière, Philippe a rajouté la restauration, ce qui donne une vision finalement assez complète de l'univers de la consommation alimentaire des Français. Et c'est vrai, alors ça peut paraître choquant, mais vous voyez que 6,5%, disons, pour l'agriculture, valeur ajoutée à l'agricole, un peu moins de 12% pour les industries alimentaires, et que, au fond, mais c'est assez logique, ce que nous consommons de plus en plus, c'est du service. Mais ce qui nous permet d'avoir du produit pratiquement directement prêt à consommer au moment et à l'endroit où nous voulons le consommer. Voilà la présentation très rapide que je voulais vous faire. Simplement, quelques éléments en conclusion. Disons qu'on a été assez heureux, durant les États généraux, que le rôle de l'Observatoire ait été largement souligné. Et je pense que de ce côté-là, le pavé que nous vous présentons aujourd'hui, il a eu son rôle. Dans un atelier, j'avais dit à un moment que l'Observatoire c'était l'inverse de la pile Vondaire, il s'usait si on ne s'en servait pas. On ne s'en est peut-être pas suffisamment servi, et il est clair que c'est un outil adopté par l'ensemble
de la communauté agricole et alimentaire en France, qui peut être la base de sortir d'un certain nombre d'idées reçues. Deuxième élément, il est clair que nous avons entendu pendant les États généraux nombre de demandes, car la couverture qu'a l'Observatoire peut paraître insuffisante. Il y a notamment ce sujet qu'on va essayer d'aborder, mais qui pose nombre de problèmes méthodologiques, qui est celui du bio. Est-ce que dans chaque filière, on va ouvrir je dirais une section bio, mais se posera à ce moment-là la question des données, de la fiabilité des données, etc. En tout cas, ça fait partie des questions qui nous ont été posées, tout comme d'ailleurs toute une liste à l'après-vert de secteurs sur lesquels on souhaiterait une intervention de l'Observatoire. Ce qui est fondamental, et c'est ça, c'est à cela que sert l'Observatoire, c'est d'être un outil de transparence. Sortir des idées reçues. Ne pas se poser la question éternelle en France, voyons qui s'en met plein les poches. Ça, c'est une question traditionnelle, donc je vous remercie de ne pas me la poser, mais les années précédentes, on me l'a toujours un petit peu posée. Non, c'est pas... on voit bien d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, que les chiffres que l'on a, d'abord sont instables, et quand on regarde les marges nettes, sont instables, certains positifs, d'autres négatifs, cela dépend des moments. Ce qui est important, c'est qu'on a sur la table un outil de transparence, et c'est au fond cette transparence qui peut être l'élément permettant finalement ce qu'on a souhaité. Moi j'ai beaucoup apprécié cet exercice des États généraux, parce que j'ai eu l'impression que on bâtissait peu à peu quelque chose qui s'appelle la confiance, qui, vous savez, est une matière première assez rare, au moins dans l'espace culturel français. Et c'est à partir de ça qu'on pourra rentrer, me semble-t-il, dans des logiques contractuelles, intégrant les prix, mais pas que. Voilà un petit peu les quelques mots d'introduction. C'est un outil de travail que nous proposons, mais quand on dit outil de travail, ça veut dire qu'il reste beaucoup à faire et à travailler pour ceux qui l'utiliseront. Merci.